quand même beaucoup évolué. Il n'y a plus, par exemple, d'accords de coopération globaux entre la France et l'Afrique, et ça depuis presque une trentaine d'années. Il y a des accords de coopération spécifiques. Vous avez peut-être mentionné ça, des accords de coopération militaire qui existent toujours, avec un certain nombre de bases françaises en Afrique. Dans le domaine monétaire, il y a eu une évolution majeure en 2019, dont on ne parle pas beaucoup, puisqu'il y a eu un nouvel accord de coopération entre la France et l'UEMOA. Il n'y en a pas encore avec l'Afrique centrale, qui met à fin aux principaux inconvénients que les Africains voyaient dans la zone franc. Il n'y a plus de compte d'opération auprès du Trésor français, les pays africains ne sont plus obligés de déposer leurs fonds, il n'y a plus d'administrateurs français dans les banques centrales, en Afrique de l'Ouest en tout cas. C'est deux exemples que je voulais donner pour dire que quand même les choses ont évolué. Alors maintenant, le paysage, vous l'avez dressé, c'est une France qui essaye de maintenir ses intérêts économiques. Moi, quand j'entends les présidents africains dire, les présidents français dire, ils l'ont dit dans le passé, ils le disent beaucoup moins maintenant, on n'a pas d'intérêt économique en Afrique, c'est évidemment faux. Évidemment faux. Le premier qui a commencé à infléchir un peu le discours, c'est le président Chirac. Et aujourd'hui, alors je vous avoue que je n'ai pas lu en détail le discours du président Macron, mais je le ferai parce que ça va me manquer, mais j'en ai lu des extraits. Et ce qu'il a dit, c'est qu'effectivement, quand il y avait des abus de ses positions économiques, il fallait les condamner. Et pour autant, il ne peut pas dire aujourd'hui, lui qui est un fervent économiste libéral, qui ne va pas proposer que la France abandonne des positions d'intérêt économique en Afrique. Il y en a parfois, c'est des intérêts miniers. On sait bien que l'intérêt que la France porte au Niger, c'est bien les mines d'uranium de l'Aïr, c'est clair. Mais pour autant, est-ce que ce système-là est toujours un système non combattu? Et M. Ouedraogo a dit la réponse, il est combattu. Il est même battu sur le terrain, puisque des grandes puissances, ou pas seulement des grandes puissances du monde entier, sont en Afrique maintenant économiquement, commercialement. Vous les avez cités déjà. Je rajouterai aussi des grandes puissances africaines, parce que le marché de Bamako aujourd'hui, il y a beaucoup de produits nigériens, il y a des produits sénégalais. Donc voilà, le précaré économique en tout cas n'existe plus, et c'est une bonne chose, parce que c'est la compétition. Après, là où il y a encore des choses à avancer pour qu'il y ait une révolution dans la France-Afrique, c'est sur les aspects militaires. Je suis pleinement d'accord avec ce que vous avez vu. Alors le président Macron s'est engagé non pas à supprimer les bases militaires, mais à diminuer les effectifs et à modifier. Bon, c'est un pas. On verra s'il le pratique ou pas. Et ensuite, le deuxième qui me paraît le plus contestable, c'est les ingérences politiques dans les pays. Mais là également, on sait très bien que c'est plus du tout comme avant. Il y a d'autres intervenants sur un plan politique. Les États aussi ont acquis une capacité de réponse politique quand il y a des pressions politiques. Donc moi je trouve que c'est plutôt la bonne évolution. Maintenant il y a peut-être un dernier point, et là je suis pleinement d'accord avec vous, c'est sur la forme et sur le ton, particulièrement du président que nous avons actuellement, que pour ma part pour laquelle j'ai été obligé de voter parce qu'en face il y avait un risque majeur que vous savez. Donc même si j'ai voté pour lui, je constate que en Afrique comme en France, il est méprisant dans sa façon de s'adresser à ses interlocuteurs. Donc ne croyez pas que, si vous suivez aussi bien que moi l'actualité politique française, vous savez bien que la façon méprisante qu'il a parfois de s'exprimer vis-à-vis des Africains, il a aussi quand il s'agit d'exprimer à des Français qui manifestent. Merci. La première, elle va directement, quand on parle de France-Afrique qui ne finit pas, qui rebondit toujours, est-ce que cette France-Afrique-là elle a joué d'abord sur les valeurs africaines? Par exemple, quand vous parlez auparavant, quand on disait que la mort vaut mieux que la honte, il y en a d'autres qui ne savent pas cela. Donc la France-Afrique a profité de cela. Elle a beaucoup... Peut-être qu'elle s'est même baptisée sur ça, parce qu'il y a eu des gens qui s'en foutaient vraiment de valeurs. Et l'Afrique qu'on a connue, c'est toujours une Afrique hiérarchisée et qui accorde plus... c'est une Afrique de valeurs. C'est ce que je voulais dire. Donc la France-Afrique là, est-ce qu'elle s'est calquée sur vraiment la destruction de valeurs africaines d'abord, pour qu'elles rebondissent toujours. Et une fois que vous détruisez les valeurs des autres, c'est fini. Ma deuxième question, on revient,
dit, les Africains partent toujours en rang desserré. Les divisions qu'il y a entre nos États. Quand on dit que l'Afrique, on a beaucoup d'atouts et tout ça, est-ce que les divisions qu'on a entre nos États nous permettront d'avoir ces atouts-là? Ces atouts-là, est-ce qu'elles ne sont pas vaines? Parce qu'il y a énormément de divisions entre nos États. Ici, quand la France, on dit souvent que les branches de la France se trouvent en Afrique, c'est un État contre un autre État. Il y a tellement de divisions entre les États que souvent on se dit, ben, le mur là, il est fissuré ici. Il faut qu'on le répare ici avant de s'attaquer à plus haut. Merci. Merci d'abord aux exposants pour les différents exposés. J'ai des questions. La première, la suivante. D'abord par rapport au franc CFA. J'ai lu un texte d'un écrivain français, François-Xavier Verschave, qui parle de la France-Afrique à la Marche-Afrique. La question que je voudrais vous poser, est-ce qu'on peut avoir un partenariat gagnant-gagnant avec la France, étant donné qu'on est esclave du franc CFA? Ça, c'est la première question. La seconde, quelle piste proposez-vous aux populations africaines pour mettre fin à cette politique de la France-Afrique à la Marche-Afrique? Je vous remercie. Agibou. Merci pour la qualité des l'air exposé. Je suis Agibou sur le niveau du journal Le Républicain. J'ai 3 petites questions. Une s'adresse à M. Ouedraogo et 2 autres à M. Bali. Alors la première question pour M. Ouedraogo. Selon vous, quelles sont les conséquences ou quelles peuvent être les conséquences pour un pays africain d'une rupture diplomatique avec la France? Ça, c'est la première question. Les 2 autres questions qui seront adressées à M. Bali. La deuxième, est-ce que vous pensez que c'est possible de redynamiser la coopération entre le Mali et la France, d'autant plus que dans la mesure où le Mali est actuellement orienté vers la Russie? Ça, c'est la deuxième question. Troisième et la fin. Vous l'avez dit dans votre exposé, la fin de la France-Afrique est répétitive. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin à cette France-Afrique? Merci. Pour s'implanter, s'appuie aussi sur des alliés dans les différents pays. Et ces alliés-là, c'est des éléments de la bourgeoisie locale. Certains sont au niveau de l'appareil d'État lui-même. Certains sont des hommes d'affaires, la grande bourgeoisie commerçante, dont l'activité en fait c'est l'import-export. Et ils sont totalement liés aux grandes entreprises à l'étranger, françaises entre autres, dans les échanges commerciaux. Ces gens-là sont liés aux banques, etc., qui appartiennent. Quand on regarde le tissu bancaire dans nos pays, c'est des succursales des grandes banques françaises. Ces grands commerçants-là traitent aussi avec eux. Donc, ils sont liés quelque part à ce système qui leur permet de garantir leurs intérêts. Voilà. Et c'est sur ces alliés, dans les différents pays, la bourgeoisie locale, que le système néocolonial s'appuie pour pouvoir déployer son système de domination. Voilà. Et évidemment, les responsabilités de la domination de nos pays, il y a des responsabilités internes aussi. Il y a des responsabilités internes. Parce que ceux qui s'enrichissent de ce système, ici ont intérêt. C'est une question d'intérêt fondamentalement. Ceux qui se font des milliards avec ce système-là, mais eux, ça ne les dérange pas. Hein. Ça ne les dérange pas. Bon. Mais il y a des fractions de la bourgeoisie qui ont aussi des contradictions avec les monopoles étrangers qui s'implantent dans nos pays. Parce que cette fraction de la bourgeoisie nationale, on va dire, elle
elle peut jusqu'à un certain niveau s'opposer à la domination néocoloniale parce que ça sape ses intérêts. Et nos États sont des États néocoloniaux. C'est-à-dire que au moment des indépendances des années 60, les indépendances formelles, la France a préparé certains hommes, des hommes politiques. Il n'a pas réussi partout, mais dans la plupart des pays, il a réussi à faire émerger des gens à qui il a confié la gestion de cet appareil d'État. Et ce sont ces gens qui servent ses intérêts. Donc eux, ces gens-là aussi ont une responsabilité dans la politique de domination. Donc, du point de vue des responsabilités, bon, évidemment, dans les luttes pour s'affranchir de cette domination, il faut non seulement lutter contre la présence, la puissance impérialiste dominante, mais cette lutte, elle va être dirigée aussi contre ceux qui en profitent, qui sont des éléments de la bourgeoisie locale, qui ont intérêt à ce système, qui ont décidé de s'enrichir au lieu de participer au développement endogène de nos économies, à fortiori d'améliorer les conditions de vie des populations. Par exemple, ceux qui font des affaires dans l'import-export, ils peuvent à un moment donné, alors que ici les gens n'ont pas les céréales, ils peuvent décider d'exporter les céréales dans les pays voisins parce que ça leur apporte plus. Donc c'est une question d'intérêt. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Alors, la question du rôle de la culture. Bon, c'est extrêmement important. Parce que le système colonial l'a si bien compris qu'il a désigné le colonialisme comme une mission civilisatrice. C'est-à-dire en niant toute civilisation, toute possibilité de culture de nos sociétés. Voilà. Et ils vont venir nous civiliser soi-disant parce que nous n'avons pas de culture. Nous n'avons pas une civilisation élaborée, nous n'avons pas de vision du monde, et ainsi de suite. Donc, mais on sait très bien que derrière la mission civilisatrice, c'est l'oppression. Et au sein de l'école coloniale, le système d'enseignement a largement contribué à faire en sorte que l'élève africain qui va à l'école coloniale ait un complexe d'infériorité par rapport aux colonisateurs et de méprise son propre peuple. C'est-à-dire on fait tout pour l'éloigner de sa propre culture qui lui permet d'avoir une personnalité, une confiance et une dignité. Et quand j'ai parlé des accords de coopération, le volet culturel a une place importante. Il a une place importante. Donc ça veut dire que la culture c'est essentiel. Et pour nous aussi évidemment, par la culture, on peut éveiller les consciences. Mais nous sommes ici dans une salle de théâtre. Et c'est bien une compagnie de théâtre qui a organisé ce débat pour amener de la réflexion et des échanges de points de vue sur la France-Afrique aujourd'hui. Mais c'est un lieu culturel. La culture compris au sens d'éveilleur de conscience, d'épanouissement, ça permet aussi des échanges. On a lourdement insisté pour dire qu'on n'est pas contre le peuple français, mais il y a des échanges culturels avec les Français. Les troupes qui vont jouer en France, des troupes françaises qui viennent ici, des échanges entre artistes, tout ça, ça participe des relations saines entre les peuples. Et pour ça, la culture, c'est un moyen important. Le cinéma. Mais en fait, à l'époque coloniale, il y avait aussi le cinéma colonial.
qui a été mis en place pour aller filmer dans les colonies, mais seulement quand on filme dans les colonies, on montre les Africains dans une position d'infériorité. Et ces images, on va les diffuser à l'époque, en France, pour vraiment faire comprendre aux Français que ces peuples-là sont arriérés, n'ont pas de culture, ils ne sont pas développés. Notre mission, c'est d'aller les civiliser. Et ça nourrit le racisme. Parce que dans l'ignorance, quand on ne connaît pas un peuple, on ne connaît pas ses spécificités, on vous montre des images, on dit voilà comment ils vivent, ils ne portent pas de vêtements, ils sont sous les arbres, et ainsi de suite. Ah, les gens disent, ah ben oui, c'est vrai, ils ne sont pas évolués. Mais c'est des images produites exprès, dans une logique d'inférioriser l'autre. Mais le cinéma aussi peut inverser ça. Il y a eu des films anticolonialistes. Et aujourd'hui, le cinéma, c'est un vecteur important pour donner vraiment de l'importance à nos cultures, à notre patrimoine, à refléter notre imaginaire, et ainsi de suite. Le théâtre, la danse, la musique, tout ça c'est important. Et on peut effectivement s'en servir comme un moyen d'émancipation, un moyen de résistance. Mais on peut se servir de la culture aussi pour faire de la diversion. Donc on vous amuse avec ça, comme ça vous ne réfléchissez pas trop à vos problèmes. Donc ça dépend qui l'utilise, dans quelle intention, dans quel objectif, et pourquoi faire. Donc c'est pas neutre quoi. Alors, il y a une question qui a été posée sur le franc CFA. Est-ce qu'avec le franc CFA, on peut avoir un partenariat gagnant-gagnant? Évidemment non. C'est pas possible. Parce que dans sa logique même, le franc CFA hypothèque les possibilités de développement de notre économie. Dans son mode de fonctionnement et dans sa logique, elle est conçue pour, dans le cadre de la division internationale du travail, maintenir nos pays dans la posture de réservoir de matières premières et des pays où on exporte la marchandise produite par les industries des pays développés, capitalistes développés. C'est tellement vrai que les gens qui cherchent des crédits avec les banques pour monter des projets, ils ne les obtiennent pas. Surtout si c'est des projets à dimension économique, entrepreneuriale, et ainsi de suite, ils ne les obtiennent pas. Parce que ces banques-là ne sont pas là pour favoriser le développement et l'essor économique chez nous, surtout en termes de développement industriel. Et ça, c'est vraiment la logique du franc CFA. On ne peut pas avoir un partenariat gagnant-gagnant avec ça. Alors, quelles sont les conséquences s'il y a une rupture? Bon, s'il y a une rupture, mais évidemment, ils ne vont pas nous faire des cadeaux. Hein. C'est ça. Je vais vous donner un exemple. Quand la Guinée a voté non pour assumer son indépendance, mais la France a tout fait pour saboter, liquider. Ils ont tout fait. Ils ont fabriqué des francs guinéens aussi à l'époque pour torpiller l'économie. Et... Même l'existence de naissance, les actes de naissance, ils les ont brûlés. Ils ont détruit tout. Tout ce qu'ils avaient dans l'administration, ils ont tout détruit. Et après, bon, ils se sont appuyés sur certains opposants guinéens pour organiser vraiment une guerre à outrance contre le régime de Sékou Touré à l'époque. Donc ils ne vont pas nous faire des cadeaux. Mais si cette rupture est le résultat d'un processus de travail, de mobilisation, d'organisation, de prise de conscience du peuple,
les gens seront prêts à assumer les sacrifices qu'il faut pour avoir une véritable souveraineté et une indépendance réelle. Et c'est comme ça dans l'histoire des peuples. C'est-à-dire, on ne vous le donne pas sur un plateau, quoi. Non. Vous l'arrachez par la lutte et vous le préservez par la lutte. Donc, s'il y a une véritable rupture avec ce système-là, ben, ils ne vont pas nous faire des cadeaux, ils vont utiliser tous les moyens à leur possession pour nous nuire. Mais si nous savons pourquoi nous avons fait ça, nous sommes prêts à faire les sacrifices pour préserver cette indépendance. Parce que souvent on agite ça pour faire peur aux gens, pour s'aimer forme d'alarmisme, de défaitisme, de pessimisme, histoire de dire que vraiment nous ne pourrons jamais nous affranchir. Nous ne pourrons pas parce que vraiment ça va nous créer des problèmes. Si jamais on rompt complètement avec eux, il va nous manquer ça, comme on va faire. Non, les peuples savent développer des initiatives. Et puis, ce n'est pas un processus comme ça spontané. Ce n'est pas un jour parfait à la rupture et puis non. Il faut le préparer. Il faut l'organiser. Avec évidemment un programme économique, social, culturel, dans tous les domaines. Pour que, évidemment, s'il y a rupture, vous l'avez préparé et vous savez comment assumer vos responsabilités. Voilà ce que moi j'ai dit. En tout cas, ils ne feront pas de cadeaux, mais nos peuples aussi ont des ressources pour y faire face. Alors, il y a un qui a posé une question, qu'est-ce que vous proposez? Bon, moi, il m'est difficile. Ouais, comme ça, moi, un singleton venir dire voilà ce que je propose, ce serait prétentieux de ma part. Ce serait prétentieux de ma part. Je pense que ça relève des organisations démocratiques, voilà, qui se fixent comme rôle de mobiliser, d'organiser, de sensibiliser les gens dans la défense de leurs droits. Et parmi ces droits, il y a la souveraineté nationale. Donc, et c'est vraiment, c'est un travail de fond. Et parmi ces organisations, s'il y en a qui ont des programmes de changement de la société, mais qui le proposent et qui le discutent avec les gens. Ce qui est important, c'est l'adhésion consciente des gens qui vont eux-mêmes être les acteurs pour le changement véritable. Donc moi, à titre individuel, je ne peux pas me permettre comme ça de proposer, c'est trop... Il s'agit quand même de la vie d'un pays, de nos peuples. C'est une grande affaire. Bon, modestement, évidemment, je peux y contribuer au niveau où je suis. Voilà, mais je ne peux pas, comme ça, moi tout seul, proposer quelque chose qui va amener la rupture avec le système en tant que tel. Je m'arrête là pour que les collègues puissent répondre aux questions. C'est bon, Oui, oui. alors, je vais commencer par la proposition de Guy, de Dragos. Il dit que, en tant que singleton, il ne peut rien proposer. Il a proposé ce qu'il allait proposer. Nous sommes des citoyens, nous sommes des intellectuels, des militants. Nous avons des analyses, nous avons des points de vue. On nous a demandé des pistes. Et l'une des pistes, celle que tu viens d'avancer, à savoir que les gens s'organisent, qu'ils s'assument, qu'ils éduquent les populations dans le sens de la souveraineté. Mais c'est justement ce que nous pouvons proposer. C'est justement ce que nous pouvons dire, que ce soit des organisations politiques ou que ce soit des organisations de la société civile ou même à titre individuel, des productions intellectuelles, du théâtre, du cinéma et autres, c'est aussi une façon de contribuer au changement
des rapports entre la France et nos pays, faire en sorte que les Français, je ne dis pas les gouvernements français, mais les Français comprennent qu'ils ont intérêt à avoir des rapports sains avec nous, que nous, nos populations comprennent que si nous coupons avec la France officielle, ce n'est pas la fin du monde. Ça, c'est un travail de militants et Dragos vient de faire une proposition avec laquelle je suis d'accord qu'on pourrait approfondir. Alors maintenant, pour parler des responsabilités internes, les gens ont pris l'habitude de tenir des discours, passez-moi l'expression, hors situation sociale. Oui, bon, c'est tel président qui a été, comme on l'a dit tout à l'heure, qui a été mis à la place de tel autre, et la France l'a aidé et tout ça. Mais tous ces micmacs-là, ça renvoie à quoi? En tant que, ici, en Afrique, aussi bien qu'en France, il y a des groupes sociaux organisés, des groupes économiques constitués, avec leurs intérêts, qui peuvent se mettre d'accord au-delà des frontières, qui peuvent se mettre d'accord consciemment ou inconsciemment, formellement ou pas du tout, mais en tout cas en posant des actes qui confortent les positions des uns ou des autres. Il a parlé de bourgeoisie nationale, il a parlé des classes dominantes et tout. J'ai dit qu'on parle de politique en dehors de tout contexte social. On a dit non, non, les idéologies sont mortes. On a dit non, 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 les analyses des classes là, les marxistes là, les communistes, ils sont dépassés. Mais en fait, le monde n'a jamais été aussi dominé par le capitalisme qu'aujourd'hui. Jamais. Mais c'est aujourd'hui qu'il y a les plus graves, les plus grandes injustices. Où se trouve le bloc de l'Est fondé sur la dictature du prolétariat ou la dictature des partis communistes? Il est où? Alors, puisque nous sommes dans un monde démocratique, normalement, nous aurions dû être dans un paradis terrestre. Mais est-ce que le monde d'aujourd'hui est un paradis terrestre? Mais retournons à certains outils d'analyse, à certains instruments d'analyse, à certaines approches des phénomènes politiques, économiques et sociaux pour les comprendre. C'est des discours politiques désincarnés qui abêtisent les gens, qui exterminent les gens, qui les empêchent de voir les rapports entre, n'est-ce pas, les dominants d'un côté comme de l'autre, ou aussi entre les dominés d'un côté comme de l'autre. Moi, j'ai ma part de la France, je vais en parler en conclusion, j'ai ma part de la France que je réclame. Il y a une France que moi j'aime, il y a une France que je combats. De la même manière, notre ancien de la France-Afrique est là, et ce qu'il a dit, ça montre qu'il est en accord aujourd'hui avec nous, c'est une position. Il est contre la France-Afrique. C'est un Français. Ça veut dire qu'entre les peuples, il n'y a pas de problème. C'est entre les gouvernants. Et ces gouvernants qui sont au service d'intérêts qu'ils n'avouent pas toujours. Donc il faut éviter de tenir d'abord des discours désincarnés en dehors de tout contexte social, parce qu'on ne comprendra jamais les conjonctures politiques nationales et internationales si on procède de cette façon-là. Nous avons une grande part de responsabilité. Une grande part de responsabilité. D'abord à commencer par, n'est-ce pas, les citoyens. Nous aujourd'hui, dans notre pays, et je pense que c'est la même chose au Burkina, on est dans un contexte tel que à quel Djenikanyimini, Kanyini à Djenikanyimini avant, on est quand sur le nom à Bana, le reste ça ne me concerne pas. À bon de Kolobio. De cette façon-là, comment peut-on s'approprier les enjeux essentiels du pays, s'organiser autour de ça, contribuer à l'organisation des populations autour de ça, à leur, je n'aime pas le mot conscientisation, à leur éducation militante pour assumer ces enjeux politiques, ces enjeux sociaux. Nous avons notre part de responsabilité. Les partis politiques que nous avons aujourd'hui, il est là, il est là, il est là. Dans les différents pays, qui n'est pas allé en prison pour la démocratie? Mais ce n'était pas ce type de démocratie que nous voulions. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie démocratique. Toutes les institutions sont mises en place. Chaque fois, il y a des élections.
On se bat pour l'alternance, mais jamais pour l'alternative. On se bat pour succéder à l'autre, mais jamais pour changer ce qu'il a fait, ce qu'il faisait. C'est ça. Les partis politiques, là, c'est plusieurs d'entre eux, sinon tous, sont des génies de placement. Il nous faut de véritables partis politiques, conscients des enjeux nationaux et internationaux, et qui se positionnent correctement par rapport à la souveraineté nationale. Nous avons des responsabilités internes, on ne peut pas les nier, on ne peut pas les fuir. C'est vrai que la France fait ce qu'elle fait, mais nous avons nos parts de responsabilité. Il y a des dirigeants qui tremblent, des dirigeants qui ne peuvent pas dire ce qu'ils doivent dire. Mais l'autre jour, quand Tshisekedi s'est mis à indexer Macron, qu'est-ce qu'il essaie? C'est peut-être lui administrer une baffe là. C'est ça seulement qu'il essaie. Il l'indexait. Chez nous, dans notre culture, ça ne veut pas dire grand chose, mais indexer quelqu'un, ça veut dire ce que ça veut dire. Il l'indexait. Et quand il dit ah non, tu parles, il parlait à un chef d'État et publiquement. Même si Tshisekedi ne voulait pas, il était obligé de réagir face à son opinion publique, face aux autres Congolais qui étaient présents dans la salle. Et il a réagi comme il devait réagir. Autrement dit, les responsabilités internes, nous en avons. Les responsabilités nationales, nous en avons. Mais nous devons être capables de nous dire la vérité les yeux dans les yeux et de nous réorganiser autrement, en nous disant la vérité. Maintenant, la culture, la place de la culture, il a bien illustré. Je vais seulement donner 3 exemples. Le premier exemple, vous savez, quand Cherenta a soutenu le 9 janvier 1960, sa deuxième thèse, parce que la première, il n'y a pas eu de jury, Nation Agriculture. La deuxième, l'unité culturelle de l'Afrique noire et l'Afrique noire précoloniale, principale et secondaire. Le 11 janvier 60, déjà, il était à Dakar. Senghor a simplement dit, tu ne peux pas enseigner à l'université de Dakar parce que toi tu es un chercheur et non pas un professeur. Allez-y savoir la différence entre chercheur et professeur. Tu ne peux pas enseigner. Et je vous assure que Cheranta n'a jamais enseigné à l'université de Dakar tant que Senghor était le président du Sénégal. C'est quand il a démissionné pour se faire remplacer par Abdou Diouf. Abdou Diouf a appelé le professeur Diop pour lui dire, entre vous là, c'était une bataille de grammaire, je n'en suis pas un. Si tu veux enseigner, va enseigner. C'est comme ça que Cheranta a commencé à enseigner en 1980 à l'université de Dakar, et en 1986 déjà il était mort. Il n'a même pas le temps de former une seule génération d'historiens anciens, de préhistoriens, d'égyptologues, de linguistes ou autres. C'est ça aussi notre part de responsabilité interne. Il y a la domination, il y a l'exploitation étrangère française, mais il y a aussi des gens qui sont à leur service. Senghor a empêché à Cheranta d'enseigner parce qu'il allait former des Africains, parce que l'université de Dakar était une université africaine, des Africains, des Sénégalais conscients d'échanger de la situation et des intérêts. Il l'a empêché. Un autre exemple, les langues. Comment est-ce que vous écrivez tous les textes de droit prétendument positifs, modernes, qui ne sont en réalité que le droit français copié en changeant des virgules, des points-virgules, en changeant quelques mots? Vous écrivez tout ça en français et vous dites que nul n'est censé ignorer la loi. Vous mettez en robe blanche, rouge, jaune, je ne sais pas, celui qui rentre, qui n'a jamais été à l'école, il est déjà intimidé en regardant tous ces gens. Au nom de qui vous rendez la justice? Au nom de qui vous dites le droit? Votre droit est dit dans une langue étrangère. Votre droit est un droit copié d'ailleurs. À quoi c'est notre droit à nous? Il est où ces droits-là? La démocratie dans une langue étrangère est une imposture. La démocratie dans une langue étrangère est un leurre. Ce n'est pas possible. Vous voulez gouverner, et comme vous l'appelez, le pouvoir du peuple par le peuple, et pour le peuple, mais faites-le dans les langues du peuple là. Ils ne sont pas bêtes, le petit peuple. Si on leur parle dans leur langue, si les textes sont dits dans leur langue, ils sauront ce qu'ils doivent faire. Ils sauront comment s'agir. Autre exemple, c'est l'école. Ceux de ma génération se souviennent, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui au primaire,
d'un horrible objet de domination culturelle qui s'appelait le symbole ou le symbolier. Ils vont nous dire que quand tu parles une de nos langues à l'école, parce que tu n'as pas parlé français, on te dit, on te donne le symbole. Et quand jusqu'à la descente, personne n'a parlé le bambara ou une autre de nos langues, les autres de ta classe te suivent jusque chez toi, symbolier âne, où t'en vas-tu, âne, dans le pays des ânes. Parce que tu as parlé bambara, peul, sorage, songo, etc. Finalement, ce qu'il a dit, c'était de nous apprendre à nous mépriser nous-mêmes, à mépriser nos langues, à ne pas les maîtriser, au point qu'on pense qu'on ne peut pas faire la science, la technique, la technologie dans nos langues, parce que c'est ce qu'on nous a mis dans la tête. Nous n'avions pas de langue, on n'a que des gazouilles d'oiseaux. Voilà. Autre exemple sur le plan culturel, c'est Tcharoy. C'est bizarre, mais c'est important. Ici, il y a la place Tcharoy, à l'entrée du Grand Marché. Quand le président Alpha a érigé cette place-là, beaucoup de Maliens n'avaient pas compris. Je ne suis vraiment pas un défenseur du président Alpha, mais je veux dire que beaucoup de gens n'avaient pas compris ça. Ils ont dit non, Tcharoy, là, ça c'est pour les Sénégalais. Mais non. Non. D'abord, j'ai dit que sociologiquement parlant, le Burkina, le Niger, le Mali avaient plus de tirailleurs sénégalais que le Sénégal. Et si tu regardes les meneurs, ceux qui ont dirigé, n'est-ce pas, la révolte des tirailleurs sénégalais de Tcharoy, mais il y avait plus de Burkinabés, de Nigériens, de Maliens que de Sénégalais. Et parmi ceux qui ont été jugés et qui ont été condamnés à 18 ans, 20 ans de prison, et certains sont morts en prison, il y avait plus de Burkinabés, de Nigériens, de Maliens que de Sénégalais. Plus grave, quand il s'est agi de faire le film sur Tcharoy, qu'est-ce qui s'est passé? Mansour Kébé et moi avons fait les recherches nécessaires. On est venu au Mali, on a cherché un peu partout, on a fait les recherches. Ben Dogaïbey a écrit son scénario Tcharoy 44. L'Algérie s'était engagée à financer le film. Les Français sont intervenus auprès du gouvernement sénégalais. Senghor était déjà parti, c'est Abdou Diouf. Les Français